Parfait. On va cliquer là-dessus. Donc, bonjour à tous. Content de vous avoir avec nous aujourd'hui. On a une belle dégustation cet après-midi pour cette soirée pour Jerry de son côté. Donc, dégustation, là, ça fait quand même un certain moment là, que moi et Max, on parlait de cette dégustation-là. On a accumulé certaines bouteilles au fil des années. Donc, c'est plaisant aujourd'hui de faire cette dégustation avec nos deux invités. Juste avant de commencer, juste vous dire que la dégustation, comme l'habitude, en français. Et si vous avez besoin que je traduise en québécois, vous me ferez signe et je ferai la traduction par la suite. Donc, on a deux invités aujourd'hui. On a Jerry Gitani et Benoît Baye qui vont vous présenter 5 de leurs cuvées, les cuvées de la confrérie qu'ils ont fait au cours des dernières années, parce qu'il y a certaines cuvées qui ont fait 2 ans déjà. Donc, parmi nous. Bonjour. On t'entend pas. Oh. Ouais, je pense que PO a des problèmes. On t'a perdu, PO. Oh. On a perdu PO. Comment ça, Jerry? Je suis coûté. Hein? Il n'y a pas la Wi-Fi. La Wi-Fi. Ah, faut rire, faut rire. Hein? Ah. Est-ce que t'es de retour, PO? C'est la tempête de neige. C'est à cause de la tempête de neige. Vous m'entendez pas du tout? Là, t'es de retour, PO. Écoute, c'est pas très grave. Je pense qu'on peut débuter tranquillement. Jerry et Ben, on ne sait pas ce qui se passe avec PO et sa bande passante, mais je pense que c'est pas évident. C'est la première fois qu'on a quelque chose comme ça qui se passe. Ah, c'est les ratons laveurs sur la ligne, sur le fil. Exactement. Donc, Moi qui pensais que c'est chez moi que ça allait bugger. Ah, c'est très drôle, ça. Lui qui nous demandait si on avait la 4G en France, tu vois. C'est ça, voilà. Ah, c'est incroyable. Ah, ben, désolé pour ce début de présentation assez particulier. Même moi, j'ai de la misère à voir mon sérieux. Donc, c'est pas très grave, on va débuter. Donc, Jerry, je peux partager le PowerPoint si tu veux, puis on pourra regarder, là, peut-être parler un petit peu de vous, puis de voir un petit peu, c'est par rapport à, peut-être vous présenter la confrérie du Rhum, qu'est-ce que c'est, puis l'histoire des différentes cuvées aussi, avant de débuter avec celle qu'on a à vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais juste partager ici mon écran. Donc, voilà, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, très bien. Ouais. PO, tu vas ajouter un petit mot s'il était de retour à 100%. On va Est-ce que tu débuter. m'entends? Moi, je suis de retour depuis tantôt. Tout va bien de mon côté. Là. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, on t'entend. OK. Moi, j'ai pas eu de coupure de mon côté, mais je vous entendais bien. Tout allait. Je sais pas si c'est Zoom le problème ou. OK, ben, merci quand même pour ce moment de fou rire-là. Je vais en rappeler. Très drôle. Donc, messieurs, c'est comme vous voulez. On peut débuter. Ouais. Ah, vas-y, Jerry, à toi l'honneur. Ouais, Benoît, en fait, c'est Benoît. Bonjour à tous les amis du Québec. Hein. Content d'être avec vous. Dans la confrérie du Rhum, le fondateur, c'est Benoît, donc c'est lui qui aurait dû présenter. Hein, c'est lui qui a eu l'idée il y a plus de 10 ans maintenant, puisqu'on entre dans la 11e année, qui a eu l'idée de créer un groupe de passionnés de Rhum.
Benoît, à l'époque, il était au Luxembourg, un peu tout seul dans son coin. Il voulait partager sa passion avec tous les amateurs et les passionnés de Rome. Et il a eu cette idée un peu géniale de créer ce groupe qui était le premier groupe francophone, on va dire, puisqu'il existait déjà un groupe américain, Mystic of Rome. Et c'est un groupe qui a eu énormément un développement très rapide. Et au vu de ce développement, ben, Benoît a eu l'idée de vouloir proposer aux membres du groupe ben, quelque chose. Et on a eu cette idée de faire une cuvée, une première cuvée. Voilà. Euh, bon, je laisse Benoît développer cette idée de première cuvée. Je pense que je pense qu'on reviendra à ça un peu plus tard dans le PowerPoint, j'ai vu concernant les cuvées. Mais oui, donc comme disait Jerry, à la base, l'idée c'était j'étais tout seul dans mon coin et je me suis dit, il doit bien y avoir d'autres amateurs d'Europe dans le monde. Et Facebook était un très bon outil pour ça, et c'est pour ça qu'on a créé le premier groupe francophone d'amateurs d'Europe, qui aujourd'hui compte pas loin de 50 000 membres quand même. Donc, voilà. Et qui a fait beaucoup de petits, parce qu'entre autres, depuis, il y a eu pas mal d'autres groupes qui se sont créés, des groupes plus régionaux, essentiellement en fonction de la région des gens, comme Québec Rome d'ailleurs. Et puis voilà, c'est un peu la jeunesse de ça. Et comme disait Jerry et moi, on s'est d'ailleurs connus grâce à ce groupe-là, à la base, il y a de ça 11 ans. Et depuis, on a fait pas mal de tours ensemble, on va dire, pas mal de chemins ensemble. Et il y a effectivement eu, à la demande générale, un souhait de créer des cuvées peut-être spécifiques pour les membres du groupe. Et c'est une idée qui, pendant longtemps, a mûri, parce qu'on ne s'est pas tout de suite jeté dedans non plus, n'y connaissant pas grand-chose quand même. Il faut dire que le métier d'embouteilleur indépendant à l'époque n'était pas très développé encore. Je veux dire, il y en avait quelques-uns, notamment qui venaient du whisky, mais c'était encore pas du tout une généralité, et encore moins pour des groupes d'amateurs. C'est pas quelque chose qui se faisait. Euh, et moi, en parallèle, j'avais lancé une marque de rhum arrangé, qui était la première marque de rhum arrangé au Luxembourg. Et donc, j'avais quand même un demi-pied dans le métier, on va dire, en tant qu'embouteilleur. Et j'ai profité de cette occasion-là, justement, pour lancer une première cuvée en toute petite édition. C'était du rhum qu'on avait acheté chez Scheer, donc à Amsterdam, avec qui j'étais en contact, et il nous avait proposé du rhum de la Weird, donc de la West Indies Rum Distillery, qui était un Barbade 2000, tout simplement. Et donc, on avait fait un essai d'une cinquantaine de bouteilles. C'était pas grand-chose. Alors, c'était vraiment embouteillé chez moi, étiqueté par moi. J'avais mis de la cire dessus et j'avais même créé le site internet pour pouvoir les vendre en ligne. Donc, voilà. Et ça a eu beaucoup de succès parce que la cinquantaine de bouteilles est partie en l'espace de 3 minutes. On peut la montrer, la Donc, bouteille. Vous voulez la voir, la bouteille? j'ai vu que Hein? Ouais, tu on l'as, l'avait tu ici. l'as sous la main là. Je l'ai, mais je vais lâcher. Ah, vous l'avez, ouais. Enfin, c'est pas. Ouais, ça, c'est Il y a l'étiquette. l'étiquette là. Il y a l'étiquette là, ouais, ouais. Ouais, voilà. C'est l'étiquette, voilà. Donc Ouais. ça, c'était la toute première cuvée numéro 1 de la confrérie du Rhum. Et après, alors là, il y a même le numéro. Oui, voilà, il y avait 55 bouteilles. Et vu le succès, bah, le mois d'après, on a enchaîné avec un Guadeloupe de 98, qui du coup venait de chez Damoiseau. On avait fait un peu plus de bouteilles, on avait fait le double, je crois, un peu plus d'une centaine. Pareil, même succès, Même c'est le parti en triple. Le l'espace triple. de une vingtaine de minutes. Voilà. C'est-à-dire, ce qu'il faut De préciser, bouteilles. c'est que la première cuvée, Je me souviens plus exactement du nombre. en 10 minutes, la première cuvée était partie, essentiellement sur Ouais, Internet. ouais, Et donc là, on a été plus ambitieux. On avait fait ouais. 160 bouteilles. 160 bouteilles qui sont parties en 20 minutes. Ce qui aujourd'hui est dérisoire, hein, on est d'accord, mais à l'époque, pour un groupe d'amateurs de Rome, c'était quand même pas mal du tout. Et donc, ça n'a pas manqué parce que les marques et les distilleries, notamment certaines distilleries, avaient bien évidemment vu ce qui se passait. Elles avaient eu vent de tout ça, puisqu'elles étaient également sur le groupe, et donc elles voyaient tout ça. Et on a commencé à se faire approcher par un certain nombre de maisons qui nous ont dit, tiens, est-ce que ça vous dirait pas de faire une cuvée avec nous?
la confrérie du Rhum prenant une certaine influence et ayant le comptant de plus en plus d'amateurs, forcément, c'était un très bon outil marketing pour eux si leur pub se retrouvait au sein de ces amateurs-là. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec d'autres maisons. Je sais qu'on a tout d'abord fait un rhum arrangé avec les petits arrangés de Cède, avec Cédric Brément, qui a été l'un des premiers à nous approcher, Ouais. qui a Attends, très bien fonctionné. Juste, ouais, il faut préciser quand même, Benoît, qu'on avait effectivement commencé à travailler avec une distillerie pour un rhum vieux, mais que c'était assez compliqué, ça prenait du temps. Donc, entre-temps, on a eu oui, l'approche oui. de Cédric Brement et de Longto pour sortir donc un rhum arrangé, un blanc. On avait quand même déjà commencé D'autres producteurs. à Ouais, travailler avec la oui. favorite pour notre fameuse cuvée qu'on avait, parce que c'était C'est vrai. compliqué aussi bien pour la favorite que pour ce qu'on voulait faire exactement. D'autant plus que c'était une cuvée très très vieille de 20 ans. Donc voilà quoi. Pour Voilà, dire qu'on commençait c'était à un peu bosser. nouveau pour tout le monde de procéder de cette manière-là. Ouais. Et en fait, ce qui s'est très vite avéré, c'est que la confrérie du Rhum est devenue une sorte de laboratoire pour les marques et les distinctions limitées en partenariat avec la confrérie et de tester des nouvelles choses. Pour le cas de Cédric Brément, ça lui permettait de tester un nouveau parfum avant de le mettre sur le marché par la suite. Pour le cas de Longto, ça lui permettait de tester ses parcellaires. C'est la première fois, la première cuvée qu'on a sortie avec Longto était un rhum blanc, et c'est la toute première cuvée parcellaire que Longto avait sortie, et ça lui permettait de tester justement le succès de ce type de produit-là, qu'il a par la suite, suite à son succès, rentré dans sa gamme traditionnelle. Et aujourd'hui, les parcellaires de Longto sont très connus, mais à Effectivement, l'époque, c'était son c'était un test. premier. Alors après, il y en a eu d'autres, hein, les premiers bruts de fût de chez. Pour Longto, c'était son premier canne bleu. Après, il y a eu ouais, c'est ça. C'était la parcelle numéro 11. Exact. Toutes ces cuvées ont eu le même succès que les premières. Ça s'est vendu très très vite. Ça a été, c'est très, très, très vite devenu collector aussi. Il y a eu énormément de collectionneurs encore aujourd'hui qui essaient de collectionner les bouteilles de la confrérie. Alors après, comme je disais, ça a servi de test également pour d'autres marques. Je me rappelle des brutes de fût de chez HSE. HSE a sorti son brut de fût pour la confrérie du Rhum comme test, comme laboratoire, et après, une fois qu'on a constaté que ça avait marché, ils ont rentré cette référence-là dans leur gamme traditionnelle. Et pareil pour les autres marques. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a comme credo dans la confrérie, c'est que quand on sort une cuvée, on essaye de sortir quelque chose que la marque ne fait pas déjà. Voilà. Tout d'abord parce que pour nous, ça crée une certaine plus-value hein, déjà sur le marché. Et de l'autre côté, bah, pour la marque, c'est l'avantage de pouvoir tester de nouvelles choses. Voilà. Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que effectivement, on n'est pas de vrais embouteilleurs. Donc, en Non, fait, les marques veulent que l'on sélectionne une cuvée, et c'est pour ça qu'on veut que ce soit une exclusivité, puisque comme on n'est pas embouteilleur, il y a pas d'intérêt pour nous à faire un embouteillage de quelque chose qui existe déjà. Donc l'idée, c'est d'avoir le logo de la confrérie et d'avoir une sélection de quelque chose de nouveau, et c'est pour ça d'ailleurs que bon, ça a du succès. exactement. Alors aujourd'hui, on a sorti d'ici depuis 10 ans une vingtaine de cuvées, je dirais. Je n'ai pas le nombre exact, mais on ne doit pas être loin des 20 cuvées différentes, avec des maisons différentes, de pays différents, parfois même de continents différents. Euh, Même si la majorité reste des Roms agricoles des Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe, on a quand même aussi d'autres régions comme l'île Maurice ou récemment Cuba, par exemple, qui, je crois, on va goûter un peu plus tard. Voilà. Même là, on a fait la Réunion aussi avec Rivière du Mat. Enfin, on a... Mais la Réunion, oui, oui. Donc voilà, ça c'était pour la partie théorique. Je propose de passer à la partie fun et de déguster quelque chose parce que je pense que les gens qui nous regardent Là, ils ont envie de déguster. commencent à avoir soif peut-être. Oui, Je pense, je sais pas, nos deux modérateurs sont partis. Oui, voilà, c'est ça. je suis là. Ah bah, faut nous parler, mon grand, faut nous parler. On ne nous laisse pas tout seul comme ça. Donc, ah, c'est ça la Est-ce- première référence. Ok. Alors ça, oui. Vas-y, PO, est-ce que ton Alors ça, furet a c'est un mangé tout projet le très fil pour particulier ton parce Wi-Fi ou que t'es à correct? l'occasion, il ne répondra pas.
Non, ben, je voulais pas te couper, Benoît, parce que quand Ah, alors, Maxime a parlé, ça t'a comme coupé. Je te laisse la parole. cette cuvée-là est assez particulière parce que c'est la seconde cuvée qu'on a fait avec Cédric Brément. Et c'est vraiment une sorte de cuvée anniversaire, tout d'abord, parce que c'est sorti à l'occasion des 10 ans de la Confrérie du Rhum. Et aussi, c'était la dernière cuvée préparée par Cédric Brément lui-même avant la vente de sa société à Dugas en France. Et donc voilà, c'est la dernière cuvée qu'il a faite et on tenait avec Jerry de faire quelque chose d'assez original. On a eu l'idée de recréer un petit punch en bouteille, étant bien évidemment très attaché à la Martinique. On voulait quelque chose qu'on ne voit pas souvent, quelque chose de vraiment traditionnel. Et on a eu l'idée de créer une cuvée, comme c'est indiqué, cirette de cochon. Alors, cirette de cochon, c'est quoi? C'est un fruit, c'est un fruit qu'on appelle comme ça ici en Martinique, qui en nom français s'appelle girambelle, voilà, pour l'information. Et c'est un fruit qui est souvent utilisé pour faire des confitures, et cette confiture-là, on l'utilise pour faire des petits punches à la place du sucre. Euh, c'est quelque chose d'assez traditionnel qu'on n'achète même pas vraiment, c'est même pas vraiment dans le commerce en fait. C'est-à-dire que pour retrouver, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Et ayant nos contacts ici, ce qu'on a fait, donc on a été récolter ces cirets de cochon nous-mêmes, donc dans divers jardins ici dans le nord de la Martinique. Et avec Cédric, ben, on s'est mis d'accord pour créer un petit punch sur mesure dans une bouteille de rhum avec cette fameuse confiture en provenance de Martinique. Donc forcément, on voulait quelque chose de très martiniquais. Donc on a également utilisé du rhum Comme de... de Martinique, à savoir qu'on a réussi à se mettre d'accord avec la distillerie Saint James, qui a bien voulu nous fournir de son rhum bio. Et donc on avait un produit 100% martiniquais, mais fabriqué et embouteillé en France pour le coup, qui titre à 46,5 degrés. Alors on est clairement on est sur le petit punch, sans le citron vert malheureusement. Mais voilà, ça va dans la direction liqueur, mais sans être trop sucré non plus. Et parce qu'on a réussi à trouver le bon dosage avec l'aide de Cédric et on a quand même le goût de l'alcool, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur un truc ultra sirupeux, comme ça peut être le cas Ouais, d'autres liqueurs, par exemple. c'est pas un vrai rhum arrangé comme souvent on l'a, qui est assez sucré. Là, C'est ça. on est sur quelque chose d'assez sec. Parce que l'idée du petit punch, hein, c'est ce qu'on voulait. Même s'il y a le sucre de la confiture qui va adoucir le rhum, mais on est sur l'idée du petit punch. Donc on peut rajouter effectivement son zeste de citron si on l'a pas, si on l'a à portée de main, pour avoir vraiment l'idée du petit punch. Puis petite anecdote quand même, c'est qu'une partie des surettes, ou cirettes cochons, viennent d'un jardin que P.E. Maxime connaisse aussi, faut souligner, du nord de la Oui, Martinique. oui. Une partie vient de là, oui. Alors tous sont garantis d'origine Basse-Pointe. Basse-Pointe, qui est un tout petit village du nord de la Martinique. Et toutes les surettes viennent de cette ville de Basse-Pointe. Voilà. Autre petite précision, c'est concernant l'étiquette qui est quand même assez Ouais. colorée, où on voit d'ailleurs le fruit jaune en dessous du logo de la Confrérie du Rhum. Étiquette qui a été faite par une artiste martiniquaise, Hélène. Il y a du, il y a du bruit là. Je crois que voilà, merci Pierre. Donc, comme je disais, une artiste martiniquaise, Hélène Raffestin, qui a créé cette étiquette qui est pas mal connue dans la Martinique et surtout sur Fort-de-France pour ses peintures. Et donc, elle a bien voulu faire une étiquette spécifique pour cette cuvée assez anecdotique finalement. Voilà. Qui du coup est une cuvée vraiment En espérant que ça collector. vous plaise, bonne dégustation. Oui, qui est très collector et dont il y a eu environ 300 bouteilles de mémoire, il me semble, pas plus. Et ça s'est, si je me souviens bien, ça s'est vendu très vite, là, les 300 bouteilles. Ça a été vite sold out. En une après-midi, ouais, tout Ah est oui, parti. oui, oui. Ouais. Parce que Tout est je me parti très, rappelle, très vite. Maxime et moi, on a réussi à mettre la main sur une bouteille, mais ça a été, ça a été assez compliqué pour réussir à mettre la main là-dessus, là. C'est sportif, oui. Oui. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui en cherchent, qui voudraient en avoir une. Oui. Il y en avait une au Québec, mais on l'a vidée, là. Question à propos de moi. Mais Pour Oui. les petits arrangés de cèdre, est-ce que c'est le seul bouteille qui était embouteillée sous cette marque qui était plus de 35 Parce qu'habituellement, les petits arrangés sont autour de quoi, 30,
32-35%, si je ne me trompe pas. Non, il y Non, a non, d'autres cuvées qui. Ouais, il avait sorti les Oui, brutes de vas-y, Jerry. fruits. Ah, Ouais, oui, je n'ai C'est pas vu ça. passer, mais c'est effectivement, oui, ça me dit quelque chose. des bouilles de fruits, il y a oui, des cuvées aussi spécifiques qui sont autour de 40 degrés, oui. Bon, Mais Il y en généralement, a eu c'est. quelques-unes. Alors, Ouais, c'était peut-être la première. C'était peut-être la première à avoir un degré un peu plus haut que le reste de la gamme, mais c'est pas la seule en tout cas. Non, non, il y en a d'autres. Puis, les gars, dites-moi si je me trompe, mais c'est ça, le procédé, c'était vraiment fait de manière artisanale. ah, Et complètement. c'est ça, il y a une partie qui a été faite en Martinique aussi sur place. La confiture a été Alors, faite. la confiture, ouais. La confiture a été faite en Martinique sur place tout de suite après la récolte des fruits euh, par, par l'ISEA, qu'on salue et qu'on apprécie beaucoup, qui nous a donc fait la confiture. Et cette confiture-là, selon une recette traditionnelle, et cette confiture a ensuite été envoyée sous vide en France chez Cédric pour que lui puisse faire la macération avec le rhum. Ah, c'est vraiment cool. Alors, concernant le fruit, c'est intéressant parce que c'est un fruit qu'on ne peut pas manger, ou du moins qui n'est pas très bon quand on le mange cru. C'est assez dur, ça ressemble un peu à une cerise qui n'est pas mûre en fait, en termes de goût, c'est assez acide, assez amer. Mais par contre, une fois que c'est cuit, ça donne du goût, etc. Il y a tout l'effet Maillard avec la caramélisation, etc., qui donne beaucoup plus de goût et du coup, ça devient comestible à ce moment-là. Ouais. En fait, ça se mange pas cru, on fait en confiture. On peut le faire aussi, un fruit qu'on fait aussi Voilà, confit, sous forme de fruits confits, donc avec un peu de sucre, et qu'on ouais, grignote, en fait, parce qu'il n'y a pas voilà, énormément c'est ça. de chair autour du noyau. Mais est-ce que parmi vos invités, il y en a qui sont en train de déguster? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ouais, donc, gênez-vous pas si vous voulez marquer des commentaires, il y a le chat. Vous pouvez sinon vous muter un par un. Bien sûr, on ne parle pas tous en même temps. Mais s'il y en a qui ont des commentaires ou si vous avez des questions pour Ben et Jerry sur cette cuvée qui est quand même quelque chose qui n'est pas habituel pour nous au Québec de déguster, c'est quand même un produit, ben, même en France, c'est un produit qui a été fait une seule fois et qui n'a pas été réédité. Donc, c'est quand même quelque chose de spécial. Donc, on est curieux de vous entendre. Gênez-vous pas. Puis, je l'ai dit tantôt, mais j'ai été coupé, je pense, à l'introduction. On a eu des problèmes. Mais donc, s'il y en a qui ont besoin que je traduise en québécois les propos de Ben et Jerry, je peux les traduire. On comprend pourquoi on a été coupé, PO. Merci. Mais Bon, de mon on en côté, moi, profite. je peux me lancer. Je trouve ça vraiment intéressant hein, parce que c'est vraiment, oui, c'est vraiment le côté, le côté de sponge. On le ressent quand même assez bien. Là, c'est vraiment, pour un arrangé, c'est très différent de ce que Ced faisait. Puis, tu sais, il y a ce côté-là fraîcheur qu'on retrouve. Puis, tu sais, comme tu disais, Jerry, c'est pas trop liquoreux, c'est pas trop sucré non plus. Il y a une belle balance et je trouve ça vraiment intéressant. Hein. Bon, Pierre Ouais, Béton, l'idée était vraiment de créer une eau d'eau-tiponche, en fait. Jerry et moi-même étant grand amateur de tiponche, et même de la culture martiniquaise de manière générale. Et donc voilà, c'était vraiment l'idée était de faire honneur à cette culture-là et à la culture du tiponche qu'on défend maintenant depuis pas mal d'années. Et avec quelque chose d'un peu exceptionnel, d'un peu hors du commun qu'on a réussi à mettre en place comme ça. Donc, cool. Si les gens sont gênés, je pense, ou ils n'ont peut-être pas de questions parce que vous avez bien expliqué quand même le produit, peut-être qu'on peut passer au prochain rhum, qui est quand même quelque chose aussi de particulier. Puis là, je pense que je vais dire ça à chacune de vos cuvées, mais c'est quand même la prochaine cuvée, ça va être Eminente ouais. ou Éminente, je ne Ouais. sais pas comment vous le dites. Eminente, eminente, Eminente. oui. À l'espagnol, Eminente. Eminente. C'est bon. Donc, parlez-nous un petit peu de cette cuvée-là qui est quand même particulière, un rhum de Cuba en version brute de fût, un single cask. Je pense que c'est quelque chose d'assez unique. Alors, l'idée qu'on avait, Benoît et moi, c'était pour les 10 ans de la confrérie. Non, les 13 ans. Les 13 ans.
Je sais plus, on est tellement vieux que je Non, me les rappelle 10 ans, plus. les 10 ans, 10 ans, Les les 10 10 ans, ans. les 10 ans. Les 10 ans, 10 ça ans. passe tellement vite, ouais. Les 10 ans de la confrérie, on avait, bon, comme j'étais en contact avec les gens d'Eminente, j'avais eu l'idée de faire ça avec eux. Et puis, on rencontra Alexandre Bedet d'Excellence Rome, ils avaient la même idée, donc on s'est dit pourquoi pas faire finalement Et ils fêtaient leur, et ils c'était aussi fêtaient leurs leurs 10 10 ans ans. aussi. Voilà, donc on a eu l'idée de faire une cuvée commune en fait. Et donc, quand on a rencontré les gens d'Eminente, on leur a dit qu'on aimait bien ce qu'ils faisaient, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eminente, qui est une marque, donc une joint venture entre Eminente qui appartient au groupe LVMH, ils ont fait une joint venture avec Oncuba. Et la première cuvée qu'ils ont faite, qui était l'Eminente 7 ans, avant de la lancer sur le marché français, ils étaient quand même venus les faire tester par les gens d'Excellence Rome et les gens de la boutique Christian de Montaguer. Donc, ils voulaient avoir notre avis parce que c'était quand même innovant par rapport aux marques habituelles de Cuba, dans la mesure où, alors, il faudrait peut-être expliquer aux auditeurs que les Cubains, quand ils font le rhum, il y a deux distillations, hein. Il y a une distillation à très haut degré, autour de 90 degrés, qu'on appelle le rhum léger, et une deuxième distillation autour de 65 degrés, qu'on appelle l'aguardiente. Ils vont assembler les deux et ils vont le faire vieillir. Et c'est une fois vieilli qu'ils vont l'appeler rhum. Mais donc, la plupart des marques, jusqu'alors, dans l'assemblage, il y avait 30% d'aguardiente et 70% de rhum léger. Alors qu'Eminente, ils ont fait l'inverse. Ils ont mis 70% d'aguardiente et 30% de rhum léger. Ce qui fait que dès leur première cuvée, ça a beaucoup plu aux consommateurs français qui aiment des rhums qui ont du caractère, contrairement au rhum cubain habituel qu'on trouve un peu plat. Et donc, quand on les a rencontrés, on leur a dit, bon, c'est bien gentil tout ça, mais nous, en tant qu'amateurs de rhum agricole, on aimerait quelque chose d'un peu plus de caractère. Donc, pourquoi pas du 100% aguardiente? Et là, les gens d'LVMH nous ont dit oui, mais les maestros Ronero de Cuba, ils font pas ça, ils voudront pas. Donc, on leur a dit bon, bah, dans ce cas-là, on fait rien parce que nous, on n'est pas embouteilleurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de vraiment exclusif. Et finalement, ils ont accepté. Et donc, ben voilà, ça a donné naissance à cela. Et du coup, on est parti à Cuba où on a, enfin Benoît va raconter un peu la suite, rencontré César Marty et où on a discuté vraiment de ce qu'on souhaitait faire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que donc avec l'équipe d'LVMH, enfin d'Eminente, on est parti à Cuba euh, à la rencontre justement de César Marty, donc le maestro Ronero qui est derrière Eminente, où on a été visiter leur chai. D'ailleurs, la photo que vous voyez au milieu, c'est une photo qui a été prise devant les chais, devant les bureaux de Ron Kubai, en fait, où est produit Eminente. Donc là-bas, on s'est mis d'accord de créer quelque chose vraiment de complètement différent et qui est vraiment une sorte de révolution dans le monde du rhum cubain. Je sais que le terme révolution, je ne suis pas censé l'utiliser dans ce contexte-là, mais c'est vrai pourtant. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire du rhum cubain, on avait un rhum qui était 100% aguardiente, donc que des éléments lourds. On avait la première fois un rhum millésimé, parce que c'est un millésime 2010, chose qui était innovant également pour les rhums cubains qui généralement ne le sont pas. Et ensuite, c'est également la première fois qu'on avait un rhum cubain brut de fût. Sachant que généralement, les rhums cubains ne sont pas censés dépasser 43 degrés au moment de l'embouteillage. Alors, il y a eu un degré au-delà de ça, qui est le Havana Club Sélection des Maestros, qui est à 45 degrés, mais même pour ça, ils ont dû faire une demande particulière auprès de la confrérie des Maestros Ronero, parce qu'ils travaillent sous forme de confrérie. Ça a été validé, et nous, on a dit non, non, on veut quelque chose de brut de fût qui n'est pas réduit du tout. Et même ça, il a fallu avoir l'accord. Il a fallu que César demande l'accord à ses confrères s'il avait bien le droit de le faire. Il a eu cet accord-là. Et donc, Ouais, il faut préciser c'est un que, millésime 2012, pas 2010, pardon. ouais, et puis il faut préciser que, Et donc, faut préciser qu'en lisant la DOP, tu avais ouais, trouvé un petit alinéa. Ah, je ne me rappelle plus le numéro de oui, oui, de l'alinéa qui disait qu'on pouvait, à la demande du client, du client, ouais, voilà, avoir augmenter le le degré. degré qu'on voulait. Voilà.
Voilà. Et donc, nous, on a demandé à ce que ça soit embouteillé en brut de fût qui était 55,5 degrés. Et c'est d'ailleurs, ça a été d'ailleurs jusqu'à il y a peu le seul rhum cubain qui est sorti à plus de 50 degrés. Alors, ce qui était intéressant, c'est donc on était là-bas en même temps, à la même époque que du festival du cigare à La Havane. Donc, on a passé un très bon moment. C'était la présentation officielle des Rhum Eminente à l'industrie du cigare à La Havane. Enfin, voilà, il y avait tout un cérémonial autour de ça. Eminente, depuis, a pris pas mal de galons, même à Cuba, et est en train un peu de remplacer Havana Club. Et puis voilà, et ça aussi, c'est une cuvée. Donc, il y a eu 2 batchs avec des fûts différents, c'est-à-dire que la même recette, mais des fûts différents qui ont été embouteillés. Et puis voilà, dans la bouteille classique en verre à motif crocodile qu'utilise Eminente. Et puis voilà. Puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'était une vraie révolution dans le monde du rhum cubain, ça c'est certain. Et depuis, d'ailleurs, pas mal de choses ont changé parce qu'entre-temps, Havana Club a sorti un rhum à 50% également, en brut de fût. Et on voit tout doucement sortir des rhums cubains à haut degré auprès de certains embouteilleurs indépendants. Donc voilà, je pense que là aussi, on a mis un petit coup de pied dans la fourmilière en créant cette cuvée et en voyant que finalement, ça a inspiré d'autres marques de rhum cubains ou d'embouteilleurs indépendants à créer quelque chose de similaire. À tel point qu'il faut le rappeler que quand on a annoncé qu'on faisait une sélection avec les rhums cubains, beaucoup de gens qui nous suivaient, enfin de passionnés en France, nous disaient: Ah oui, vous faites un truc, pourquoi vous faites un truc avec le rhum cubain? C'est pas bon. Et donc, ils ont Ouais. été vraiment agréablement surpris quand on a sorti la cuvée et donc ont changé d'avis sur ce que peuvent faire les Cubains. Ouais, j'avais un Voilà, petit peu c'est-à-dire que c'était vraiment complètement inhabituel et ouais, vas-y. Ah oui, c'est ça. Mais j'avais un petit peu cette attitude-là aussi, moi, quand j'ai découvert cette cuvée-là, parce que je me disais, ah oui, les gars vont faire un rhum de Cuba. J'étais très sceptique au départ, mais c'est quand même une belle surprise, celui-ci, parce que c'est ça, on est vraiment sur quelque chose de très différent de ce qu'on connaît des rhums cubains habituellement. Alors, c'est arrivé à plusieurs reprises que des gens, pour plusieurs de nos cuvées, que notre public soit sceptique de nos sélections quand on s'associe à certaines maisons qui ont peut-être un peu moins la cote ou qui ont des gammes traditionnelles qui sont peut-être un peu plus ennuyeuses, disons un peu plus plates ou pas considérées par le public comme pas exceptionnelles. Et le fait que nous, on s'associe à eux, souvent les gens sont sceptiques, mais après, le résultat est toujours inverse, où tout le monde, jusqu'à présent, n'a eu que des retours positifs en disant: Ah tiens, je ne savais pas que cette maison pouvait faire des trucs aussi bons. On a eu le cas, par exemple, avec Lamoni, on a eu le cas avec Clément, qui ont des gammes plutôt traditionnelles d'habitude, et où après, on sort des produits qui sortent du lot, qui rentrent, nous, dans notre cahier des charges. Et de toute façon, avec Jerry, on s'est toujours dit que s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on ne le sort pas. On ne l'embouteille pas. Donc, il faut que ça nous plaise à nous deux également. Et donc voilà, je sais que dans l'histoire de la confrérie, il nous est arrivé de refuser des cuvées parce qu'il n'y avait rien qui nous plaisait ou qu'il n'y avait rien d'exceptionnel. C'est arrivé. On ne donnera pas de nom, mais c'est arrivé. Et C'est arrivé donc plusieurs voilà, fois. donc on nous attendait au tournant. Oui, c'est arrivé plusieurs C'est fois. arrivé Et plusieurs donc on fois nous attendait au tournant. beaucoup de choses. Et quand l'idée avec le rhum cubain est arrivée, on s'est dit, oui, là, ça va quand même être un gros challenge, un gros pari. Je sais que même avec Alexandre Bedet et Flo, on en a parlé pendant longtemps avant de se lancer parce qu'on s'est dit, oui, mais derrière, faudra quand même le vendre, faudra que ça suive. Et puis, on n'a pas intérêt à se louper parce que c'est risqué. Et donc, on a dit, on y va, mais sous nos conditions. Donc, on sort vraiment un brut de fût, 100% aguardiente, etc., etc. Sinon, on ne le fait pas. Et Eminente a été d'accord de nous suivre sur ce truc-là, à nous faire confiance. Alors, ce qui a été intéressant, c'est que après, quand on était dans les chais, on en parlait avec César Marty et on lui a demandé son avis sur cette idée, en fait. Chose qui n'avait jamais été faite, puisque lui, c'est essentiellement un exécutant pour eux. Mais on voulait quand même avoir son avis de professionnel de Maestro Ronero, de faire du 100% aguardiente, etc., et de faire des trucs un peu plus techniques. Et il a été entièrement emballé par l'idée en disant que l'avenir du rhum cubain, c'était ça. C'était finalement ces pistes-là qu'il fallait creuser et que ça allait ouvrir beaucoup plus l'éventail de ce que peuvent proposer les rhums cubains par rapport à ce qu'ils proposent actuellement, qui sont, comme disait Jerry tout à l'heure, des rhums souvent plus plats ou bien destinés au cocktail. Et d'ailleurs, ils ont fait
une dégustation à l'aveugle entre les maestros néro-cubains. Oui. Et c'est cette cuvée-là qui a été qui est sortie en numéro 1. Comme quoi, même les autres maestros Nero ont vraiment apprécié. Donc voilà, ouais. Alors, est-ce que ça plaît pour ceux qui sont en train de déguster ou y a-t-il d'autres questions? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des questions. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. Comme je le dis souvent, il n'y a jamais de bonnes et de mauvaises questions. S'il y a des Alors, questions, des moi, fois. je vois qu'il y a une question. Il y en a un qui demande si la Guardiente n'est pas normalement anisée. Pas du tout, puisque c'est Non. juste la distillation, le bout de colonne donc, à 65 degrés de la mélasse qui est distillée, hein, mais ça n'a pas de goût anisé. Ce qui est intéressant parce que nous, ayant de manière plus globale un penchant vers les rhums agricoles, la Guardiente, c'est quand même quelque chose qui se rapproche d'une certaine manière en termes de production et aussi un peu en termes de dégustation du rhum agricole par rapport à d'autres rhums de mélasse qui sont souvent distillés à plus haut degré. J'ai une question. Vous disiez que c'était un des premiers rhums cubains qui passait en haut de 50%. Est-ce que vous pensez que vous avez ouvert la porte pour qu'ils commencent à en faire plus maintenant? Ah bah il y en a plus, il y en a qui sont sortis déjà. Havana Club en a sorti Ouais. un peu de temps après, 6 ou 7 mois après. Et puis aujourd'hui, il y a des embouteilleurs indépendants qui en ont sorti également, des rhums cubains à haut degré, même si je ne connais pas la source des fûts qu'ils ont pu acheter. Mais oui, non, clairement, il va y en avoir davantage, je pense. Et Benoît, Jerry, si je ne me trompe pas, au niveau du vieillissement, vous avez fait 2 batchs avec celui-ci. Les deux avaient un type de vieillissement quelque peu différent, si je ne me trompe pas. Entre les deux batchs? Oui. Non, le vieillissement était le même, c'était juste des fûts différents, Juste c'était deux des fûts fûts sœurs. différents. Deux fûts OK. différents. Voilà. C'est le même OK. vieillissement, deux fûts différents. Donc, pour ce que vous êtes en train de discuter, de déguster présentement, c'est le batch numéro 1. Donc, c'est un des 2 fûts là, qui avait été sélectionné. Mhm. C'est des fûts de quoi? Ce sont des fûts qui ont contenu du whisky écossais. Enfin, d'anciens fûts de Bourbon qui ont ensuite contenu du whisky écossais avant de contenir du rhum à Cuba. Comme les Américains ne peuvent pas vendre leur fût de Bourbon directement aux Cubains à cause de l'embargo, du coup, ils Passe les par envoient l'Écosse. d'abord en Angleterre, en Écosse, pour y faire vieillir du whisky, et ensuite l'Écosse les revend aux Cubains. Cuba. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au prochain rhum. Et le prochain. Le vieillissement, pardon, le vieillissement c'est un 2012, celui-là, ça a été vieilli combien de temps? Oui, 10 ans. 10 ans. Comme c'était les 10 ans de la confrérie du rhum et les 10 ans d'Excellence Rhum, c'est un vieillissement qui a été effectué pendant 10 ans. Donc voilà, on est resté sur la même trame, c'est 10 ans de vieillissement. C'est marqué sur l'étiquette, on n'arrive peut-être pas à lire sur l'écran, mais c'est marqué, c'est 10 ans de vieillissement. Et encore ici, c'est une cuvée qui a uniquement, je pense, 330 bouteilles, donc c'est vraiment limité encore une fois. Par batch, par batch. OK. Donc il y en a deux fois 330. Oui. C'est ça. Très cool, très cool. Donc, on a Xavier qui dit dans le chat, très bon, je n'aurais pas cru à l'aveugle que c'est un rhum cubain. Oui, tout à fait. Je pense qu'à l'aveugle, c'est un C'est rhum ça. qui C'est pouvait. un peu l'effet que. C'est l'effet que tout le monde a eu, en fait, Ouais. parce que personne ne s'attendait à avoir ça comme rhum cubain, en fait. On l'a même fait goûter à un producteur de rhum agricole qui a dit ça peut être trompeur. Il a trouvé ça très bon. C'est ça, c'est ça. Ouais, parce qu'il y a vraiment une belle chaleur. Même en finale, on sent qu'il y a quand même une présence. Puis je suis pas sûr qu'un rhum cubain habituel a ces Il y a plus de caractéristiques-là. longueur, hein, même si Ouais, ouais. ça va rester très fruité, un peu suave, mais il y a une belle longueur avec une petite note torréfiée, mais ça reste en bouche.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au prochain rhum. Prochain rhum que je vais me permettre de faire une petite introduction, puisque c'est un rhum que je trouve très particulier. Maxime pourra en parler aussi. Après ça, je vais laisser céder la parole au gars. Mais Alors, c'est... avant ça, Vas-y, Benoît. j'aime beaucoup l'image que tu as utilisée j'aime beaucoup l'image que tu as utilisée dans ta présentation. Yes. Non, je disais ça comme ça, voilà. C'est une image que je sais où elle a été prise. Oui, je sais, je sais. Donc, très content de vous faire découvrir cette cuvée ici. Vous voyez, moi, la bouteille que j'ai à la maison, il y a même une étiquette spéciale dessus. Moi, j'ai une édition collector. Donc, cuvée qu'on avait très hâte de vous faire découvrir. Qui a une petite histoire associée à ça qui est en lien avec la confrérie du Rhum et deux autres gars qu'on pourra parler. Canadien, non? C'était deux Deux Canadiens. Canadiens. Deux Canadiens, deux Québécois. Donc, c'est une cuvée qui a été découverte, si on veut, en mars 2020. Donc, lorsque moi et Maxime, on était juste avant la pandémie, à vrai dire, au début de la pandémie, nous étions en Martinique avec Ben et Jerry. Puis, c'est une cuvée son origine vient de ce moment-là. Je vais laisser quand même les gars parler de la cuvée en tant que telle, mais on est très fiers d'avoir pu participer de loin, parce que nous, on n'a pas participé au processus de sélection ou quoi que ce soit, mais on a quand même dégusté cette cuvée-là en primeur avec les gars lorsqu'on était chez Clément. Un rhum qui est assez particulier, comme Benoît l'a dit tantôt. Les gars avec la confrérie ont sorti des cuvées qui sont généralement différentes de ce que les marques proposent. Ici, on est vraiment sur un brut de fût d'un rhum assez jeune, quelque chose qui est très différent de ceux qui connaissent la marque Clément, que ce soit la cuvée Homer, que ce soit le XO, que ce soit peu importe ce que Clément propose. Ici, on est vraiment sur un produit tout à fait différent. Puis je crois, comme vous l'avez dit, les gars, avec les autres trucs que vous avez présentés, vous avez ouvert la porte à certaines choses que Clément fait maintenant beaucoup plus depuis cette cuvée-là. Fait que je vous cède la parole sur ce rhum-là si vous voulez en parler. Il faut rappeler que nous étions en visite chez Clément, donc Benoît, Maxime, PO, et on dégustait des rhums, tous les rhums un peu classiques de Clément, et juste au moment où Robert Perronnet, l'ancien maître de chai de Clément, nous sort quelque chose d'un placard Ouais, Jerry, tu te rappelles? et nous fait goûter, et tous les quatre, on se regarde, on fait « Wow, mais pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi Clément, vous ne sortez pas des... » Et Robert Perronnet qui nous dit oui, mais nous, on fait pas ça, c'est pas dans notre stratégie. Ouais, il disait qu'il ne savait pas quoi en faire, en fait. Il ne savait pas quoi en faire exactement. Et il se trouve que parallèlement à ça, Dominique de la Guigneraie, le directeur commercial basé en France, me dit bon, Jerry, on aimerait faire une cuvée avec la confrérie du Rhum. Et bon, moi, je lui dis bon, tu sais, Dominique, nous, comme on dit tout souvent et comme on a rappelé depuis le début de l'émission, nous, il faut que ce soit quelque chose d'original. Donc, nous, effectivement, on a goûté quelque chose. Là. Si c'est pas ça, on fait pas avec vous. Et heureusement, j'avais fait la photo du numéro du fût. Et c'est comme ça, Dominique il me dit, ouais, si on retrouve le fût, on fait avec vous. Voilà. Et c'est vrai qu'on l'a découvert tous les quatre au même moment et on a vraiment dit que c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Alors c'était assez folklorique parce que je me souviens, donc on était dans le laboratoire de Clément pour déguster ça, dans leur salle de dégustation. Et au moment où on déguste ça, sans même dire un mot, Jerry et moi, je sais qu'on s'est regardés. Sans dire un mot, on a eu la même idée en même temps, en fait. On s'est regardés et on savait, là, il y a quelque chose, on peut exploiter ça. Et ouais. Et puis peu de temps après, voilà, la première édition de cette cuvée est sortie, et puis il y en a eu une deuxième par après. Qui s'est fait un peu de la même manière en fait, où ils ont voulu retenter l'expérience avec un deuxième batch, un fût différent, et où j'ai été voir donc le nouveau maître de chai parce que cette cuvée Clément là a été l'une des dernières cuvées préparées par Robert Perronnet, donc l'ancien maître de chai, c'est ça. Et alors que le deuxième batch a été lui réalisé par Julien Timon, donc le nouveau maître de chai, qui un jour lors d'une visite vient me voir en disant tiens, j'ai un truc à te faire goûter. Et c'était le batch 2, voilà, tout simplement. Donc ça a été assez, ça a vraiment été un passage de témoin, comme a dit Jerry, Oui, parce du que batch 1 au batch 2. Là, je ne sais pas quel batch ils sont en train de déguster.
Mais Julien Timon, il était présent lors du premier de notre visite, hein. Donc, c'est un vrai Oui, passage. oui, il était présent. Il était présent, ouais. Mm. Oui. Puis, Benoît, pour ton information, Oui, présentement, les gens ont deux samples. Ils ont le sample du batch 1, le sample du batch d'accord. Et donc là aussi, avec cette cuvée-là, bah, on nous attendait un peu au tournant parce si je peux me que permettre, bah moi, je me oui, rappelle vous faites une cuvée avec vraiment de Clément. cette dégustation. Ouais, vas-y, vas-y. Euh, Donc, ce que je disais, c'est que moi, je me rappelle aussi c'est ça, très bien de ce moment-là parce que, bon, on avait fait différentes visites de distilleries au courant de la semaine. Je crois qu'on était vers la fin du voyage quand on était chez Clément. Puis, bon, ben, comme Jerry le disait, on goûtait plein de trucs, mais tous des trucs qu'on connaissait déjà que c'est Clément. Puis, bon, pas qu'on s'ennuyait, mais je me rappelle d'avoir demandé à Robert Perronnet, j'ai dit, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'on peut goûter quelque chose d'inusité, quelque chose d'unique? Est-ce qu'on peut goûter un brut de fût? Ou, tu sais, j'ai lancé l'idée. Puis, il a parlé avec un de ses assistants, puis c'est peut-être Julien même qui est allé chercher le sample. Ils sont allés chercher deux samples de deux trucs différents, ils nous les ont amenés. Et c'est ça, je me rappelle très bien là, la réaction. Puis je me rappelle Benoît qui regardait Jerry qui disait oh, tu sais, on voyait qu'il se passait quelque chose. Puis moi, je me rappelle que tout le reste de la journée, et les gars, il faut que vous embouteillez ça, embouteillez-le. Ça nous le prend, je veux regoûter. Ça prend... Donc, je vous ai harcelé là-dessus. Ouais. Mais comme disait Benoît, en France, les gens nous attendaient en disant ouais, pourquoi vous faites un truc avec Clément, c'est commercial. On leur a dit attendez les gars, vous allez goûter et puis après vous allez critiquer. Et ben, jusqu'à maintenant, il y en a qui me demandent il n'en reste pas des bouteilles? Je dis, ben non. Ouais, parce que là, pareil, c'est parti comme des petits pains dès la sortie. Et pourtant, il y avait plus de bouteilles, mais c'est vraiment parti très, très vite. Peut-être pour les gens connectés, nous Et c'est dire un peu la encore une fois, différence là, entre les c'est que deux cuvées. Moi, j'ai une question sur les couleurs. On voit très clairement sur les 5 échantillons qu'on a aujourd'hui que les Cléments sont plus foncés, sont plus, même le premier, plus rougeâtre. Qu'est-ce qui cause ça? Ben, c'est la chauffe des fûts, c'est des fûts qui ont subi une chauffe extrême, c'est-à-dire une chauffe très forte, le char 4 ou 5. Donc, ça veut dire que ça carbonise l'intérieur du fût et donc ça va colorer davantage ben, le spiritueux au cours de son vieillissement. Et la puis on différence, retrouve ce côté toasté. Je te laisse parler, vas-y. je voulais savoir la différence entre batch 1 et batch 2. C'est quoi exactement? De mémoire, le batch 2 a vieilli un an et demi de plus, si je ne me trompe pas, Benoît. Hein. C'est ça, Oui. c'est ça. Le batch 1 est Le batch 2 un peu plus vieux, d'un an et demi. ouais. Le batch 1 est un 3 ans et 9 mois et le Ouais. batch 2 est un 5 ans. Voilà, c'est ça. Exact. OK, merci. C'est très bon, hein? C'est très bon, oui. Merci. Oui. C'est très gourmand Puis, justement parce que ce type de chauffe apporte beaucoup de gourmandise, même un peu de sucrosité. Et puis bien sûr, on a le petit côté fumé, bien évidemment. Et puis avec la puissance du bout de fût, bon, la longueur en bouche est exceptionnelle. oui, puis ce degré de chauffe-là vient vraiment, c'est ça, comme tu disais, sortir ce côté-là un petit peu plus gourmand. Ouais, Et on a aussi ces notes torréfiées et ce côté empyromatique un peu plus ouais. dû à cette chauffe-là là, des fûts. Puis, c'est vraiment particulier parce que ici, on est sur un rhum jeune, mettons sur le batch 1, c'est un 3 ans. À l'aveugle, je mettrais Ouais, n'importe qui au défi de me dire à l'aveugle que c'est un rhum seulement de 3 ans. ben Ça donne l'impression d'être plus. voilà, souvent les gens qui ont dégusté, je leur demandais l'âge et souvent ils me disaient ouais, 6-7 ans. Ils n'imaginaient pas que c'était un rhum aussi jeune. Ah, même nous, pendant la dégustation, quand on a demandé l'âge et qu'ils nous ont dit que c'était un 3 ans, je Ouais, pense que c'est ce qui avait un peu poussé l'idée, quoi. on était surpris, oui, c'est vrai. Ouais.
Et il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent. C'est sûr, ce sont toutes des éditions qui sont maintenant backorder, qui n'existent plus en général, à part les Eminente, mais il y en a certaines cuvées qu'on ne retrouve plus. Mais on n'a pas parlé beaucoup, mais il y a quelque chose que je trouve toujours intéressant avec les cuvées de la confrérie. Bon, malheureusement, ce n'est pas des cuvées qui sont disponibles au Québec. Il faut aller en Europe pour remettre la main dessus. Mais il y a toujours aussi quelque chose, c'est que généralement, vous avez souvent un prix qui est très abordable pour des trucs qui sont très spéciaux. Et là, je ne me rappelle plus le prix de lancement de cette cuvée-là, la cuvée Clément, mais c'était bien en dessous de 100 € pour un rhum d'une super qualité. Puis c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart de vos cuvées qui sont généralement très abordables. Ouais, le premier batch était vraiment pricé au plus bas parce qu'on était en dessous de 70 €. Hein. Donc, il est vraiment, à l'heure actuelle, vraiment très, très bas. Et le deuxième, qui était un peu plus vieux, à 85 €. Donc, ce qui fait que effectivement, ça reste très abordable pour des cuvées aussi Mais limitées. de manière générale, on tente toujours, je veux dire, c'était un peu l'idée de base des cuvées, c'était de sortir des choses extraordinaires, mais à un prix abordable. Parce que déjà, quand on a sorti nos premières cuvées, bah, il n'y avait pas encore toute cette hype autour du collector, il n'y avait pas encore de marché secondaire, il n'y avait pas encore Pas trop de de spéculateurs. revente, il n'y avait pas de spéculateurs, voilà, tout ça n'existait pas encore. Et nous, ce qu'on voulait, c'était quelque chose qui soit abordable à tous les amateurs du groupe, sachant que voilà, la plupart des gens étaient des gens lambda et pas forcément que des gens fortunés. Et donc voilà, il fallait que ça soit vraiment disponible et accessible au commun des mortels. Et depuis, on a toujours essayé de rester dans cette gamme-là. Il y a eu quelques exceptions, une ou deux exceptions, où on a effectivement sorti des coffrets ou des produits qui étaient un peu plus chers. Euh, mais malgré ça, quand même, très abordable pour ce que c'était. Je prends l'exemple du La Favorite 1995 qu'on a sorti. Au début, on a été très critiqué par rapport au prix parce que le coffret avec 2 verres coûtait 200 €, mais on parlait quand même d'un rhum de 20 ans d'âge, d'un rhum agricole martiniquais de 20 ans d'âge qui était quelque chose d'absolument phénoménal, exceptionnel et qui bien évidemment avait son prix. Et au début, on a été vivement critiqué pour ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on en retrouve parfois sur certains marchés secondaires à plus de 1 000 € la bouteille en revente, alors qu'au départ, quand c'était 200 €, tout le monde nous insultait presque pour nous dire qu'on était fous de sortir un produit comme ça. Donc voilà, après le prix, c'est D'ailleurs, toujours compliqué. Hein, je veux dire, tout le monde de croyait que justifier un prix d'une manière ou d'une autre. tout le monde croyait que Benoît roulait en Ferrari à cause de ça. Exactement, exactement. J'en ai 3 maintenant. J'en ai 3 des Ferrari. Incroyable comment les gens sont jaloux. Mais les gens, pendant un certain moment aussi, croyaient qu'avec Québec Rhum, on roulait en Ferrari à cause de Québec Rhum. Mais au Québec, c'est compliqué de rouler en Ferrari en hiver. Donc, Non, après, on a effectivement toujours réussi à négocier pour avoir les prix au plus bas et plus accessible possible, malgré les spéculations et tout ce qu'il peut avoir. Et un très bon exemple, il y a une cuvée, je ne dirais pas laquelle, il y a une cuvée où effectivement on avait hésité entre 2 fûts. Finalement, on a choisi un fût en première et il s'avère qu'un embouteilleur indépendant a choisi le deuxième. Donc d'un produit similaire. C'était des rhums de même âge, c'était juste deux fûteurs. Donc on a choisi le premier, on l'a sorti à 80 €. On nous a vivement critiqué en disant que c'était trop cher. L'embouteilleur indépendant sur le même produit un an plus tard, donc du deuxième fût que nous on avait refusé pour presque le double du prix, et là personne ne disait rien. C'était tout à fait normal. Voilà. Ouais. C'est un embouteilleur très connu, c'est pour ça. Oui, voilà, c'est ça. C'était la notoriété de l'embouteilleur dont c'était le métier, alors que nous, en fait, souvent, ce qu'on nous reproche, c'est le fait que la confrérie du rhum est un groupe Facebook d'amateurs et il ne devrait pas y avoir de business. Là-dedans, malheureusement, les marques qui travaillent derrière, ainsi que tous les intermédiaires, etc., ce sont des gens, c'est leur travail. Même si Jerry et moi, c'est pas notre boulot, les gens qui travaillent derrière, c'est leur boulot à eux et ils en vivent et quelque part, il faut les rémunérer aussi. Et donc, ça a un prix. Voilà, créer du rhum, ça a un prix. C'est notre passion à nous, mais il y a d'autres gens, c'est leur métier.
Ils gagnent leur pain comme ça et donc automatiquement, tout ça a un prix. Est-ce que cette cuvée vous plaît pour ceux qui la goûtent? J'ai vu quelques commentaires passer comme quoi ça Ouais, plaisait. je suis curieux de vous entendre. Si vous avez des questions aussi, parce que c'est ça, on est sur 2 batchs différents, 2 produits qui sont quelque peu similaires, mais il y a quand même une différence au niveau gustatif entre les deux. Puis, Oui, oui, oui. si vous avez des questions, gênez-vous pas. Tu sais, de mon côté, si je peux me lancer au niveau de la dégustation, tu sais, j'ai parlé à l'aveugle, bon, on n'aurait pas l'impression qu'on est sur un rhum aussi jeune, on a vraiment l'impression d'être vraiment sur un rhum vieux ici. Il y a aussi quelque chose qui est assez très particulier, puis ça, je me rappelle aussi lors de la dégustation, on avait été surpris, c'est le degré d'alcool. Donc, sur le batch 1, on est sur 60,9 % d'alcool par volume et l'alcool est très, très, très bien intégré, autant au nez qu'en bouche. C'est très surprenant. Puis moi, je me rappelle d'avoir eu la surprise qu'on a dégusté, on fait oh, OK, c'est aussi fort que ça comme degré. À l'aveugle, j'aurais jamais dit 60 degrés, ça, c'est certain. Et là, pareil, c'est la première fois que Clément sortait un brut de fût, en fait. Donc, ça leur a permis de se servir une fois de plus de la confrérie comme base test, comme laboratoire, pour après sortir leurs propres produits à plus haut degré. Les gars, Maxime a posé une question dans le chat. J'ai la réponse, mais je vais vous laisser répondre parce que les gens n'ont pas la bouteille, mais sur la batch 1, c'est marqué, au lieu d'être marqué rhum d'appellation d'origine contrôlée de Martinique, c'est marqué rhum des Antilles françaises. Oui. Donc, vous pouvez nous expliquer pourquoi le premier n'est pas AOC? C'est tout simple, c'est parce que pour avoir l'accréditation AOC, il faut passer en comité de dégustation AOC. Donc là, pour une si petite quantité, et ça a un coût, évidemment. Donc pour ne pas renchérir la cuvée et pour pouvoir la sortir rapidement, Clément n'avait pas souhaité passer en dégustation donc au comité de dégustation AOC. Donc Benoît et moi, nous étions d'accord en leur disant que bon, même si il n'y a pas l'appellation AOC, la cuvée aura du succès. Voilà, c'était ça la raison. Et la marque Clément avait assez de notoriété en Martinique pour qu'on sache que c'est un rhum martiniquais, même si c'est pas indiqué dessus. Voilà. Mais il me semble que sur la deuxième, c'est indiqué par contre. Oui. Je me souviens bien. Ouais. La deuxième effectivement, on avait fait passer en comité. Ils ont eu le temps de la préparer à l'avance et de passer, voilà. Vous avez plus de temps, ouais. Comité de dégustation. Et il arrive que certains rhums de Martinique n'ont pas l'appellation d'origine contrôlée. On va voir ça parfois sur certaines cuvées rhum des Antilles françaises. Ici, on est sur un rhum probablement qui aurait passé, qui aurait passé au jury au niveau gustatif, mais il arrive des fois qu'il y a des cuvées plus particulières. Entre autres, je me rappelle qu'HSA avait sorti un finish où le rhum martiniquais était un petit peu dénaturé. Moi, je la trouvais super bien, mais il avait mis sur la bouteille rhum des Antilles françaises. Donc, c'est quand même quelque chose qui arrive à certains moments que les distilleries en Martinique vont utiliser cette mention-là au lieu d'utiliser l'AOC pour des rhums qui n'auraient pas passé quand ils utilisent notamment des pratiques qui ne sont pas inclus dans l'AOC. On prend l'exemple de l'Ammonie qui a sorti son l'Ammonie Acacia, donc vieilli en fût d'acacia, et le bois d'acacia n'est pas toléré par l'AOC, sachant que l'AOC ne tolère que le bois de chêne. Ouais. Et donc, du coup, d'enjeu, ça ne pouvait pas rentrer dans cette AOC, et donc c'est un rhum des Antilles françaises, même s'il est produit en Martinique. Ouais, pour compléter ce que dit Benoît, l'exemple de l'Ammonie Acacia, qui est un rhum blanc. Alors, même si c'était un passage, c'est même pas un vieillissement, c'est un passage de 2 semaines en fût d'acacia. Le rhum blanc n'a pas le droit d'aller dans des fûts pour l'AOC Martinique. Donc, du coup, ils ont pas l'appellation, même si tout le reste du process respecte les normes AOC, le fait de ce passage en fût d'acacia pour du rhum blanc fait que on n'a pas droit à l'appellation. Donc, du coup, c'est Antilles françaises. Voilà, bon, on a d'autres rhums de la Martinique, là ce sont des marques comme un 1710 qui n'a pas l'appellation parce qu'ils n'utilisent pas de colonne mais un alambic. Donc pour l'AOC, il faut absolument que la distillation se fasse en colonne. Donc voilà, même si tout le reste respecte les normes de l'AOC.
Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions sur ces deux cuvées Clément-là? OK. Les gens sont gênés ou vous avez répondu à toutes les questions au préalable, les gars? Faut pas être timide, hein. Ah, ils dégustent, bon, C'est ça. Peut-être qu'ils apprécient, en fait. ils apprécient, ils n'ont J'apprécie pas un de silence. questions. C'est ça. On a la bouche pleine de rhum. Ou bien ils ne trouvent ça, ou Ou ils bien ils ne n'aiment trouvent pas. ça juste pas Peut-être bon, en qu'ils fait, n'aiment et ils pas osent et pas qu'ils le dire. n'osent pas le Ils dire. aiment Hein. pas et ils osent pas le dire. C'est ça. Il Ils faut veulent pas nous nous dire. vexer. Oh, au contraire, c'est vraiment très bon et très surprenant pour l'âge. Effectivement, là, on dirait pas que c'est maximum 5 ans. C'est incroyable. C'est effectivement très bon et c'est de très belles découvertes. Dommage qu'on ne puisse pas en avoir un petit peu plus. Bon, pas de questions. Donc, on va pouvoir passer, je pense, au prochain rhum, qui est votre dernière cuvée à ce jour, que vous avez présentée pour le 10e anniversaire de la confrérie. Donc, je vous laisse la parole. Mhm. Alors, qui est aussi d'ailleurs un rhum des Antilles françaises, pour le coup, et non pas, qui n'est pas haussé, même s'il est de Martinique, donc la Moni cuvée anniversaire, qui a une longue histoire. C'est une cuvée qui a une longue histoire parce que je crois que c'est la deuxième fois où on suit vraiment une cuvée de A à Z depuis sa conception comme rhum blanc et pendant toute sa période de vieillissement en voyant où est-ce que ça peut aller. C'est-à-dire que d'habitude, on va plus à un endroit et on sélectionne des choses qui existent déjà. Alors que là, l'idée était vraiment de prendre un rhum blanc et de le faire vieillir en partenariat avec le maître de chai. Et c'est donc ce qu'on a fait sur cette cuvée-là. Et Jerry va me le confirmer. c'est une cuvée, pour compléter ce que dit Benoît, c'est une cuvée où on a vraiment participé, puisque c'est nous qui avons fait la réduction et qui l'avons choisi avec les conseils de Daniel Ouais. Baudin, bien évidemment. Mais on a vraiment participé au process. Voilà. Donc là, c'est une cuvée réduite, c'est pas un brut de fût. Et c'est une cuvée pour laquelle on a dû batailler ferme parce que bon, il y avait un changement de propriétaire de la distillerie, de la Moni, hein, puisque maintenant c'est le groupe Campari France, la Campari. Et c'est vrai que bon, la nouvelle direction ne souhaitait pas faire de cuvée particulière avec euh, sur ces produits, hein. Et donc c'est grâce à l'ancienne directrice générale qu'on a pu effectivement faire aboutir le projet. On avait de très bons contacts avec elle et on a pu réussir à aller jusqu'au bout de ce projet qui nous tenait à cœur. Puis, si vous voulez nous en parler un petit peu plus, je vois les commentaires dans le chat. Donc, les commentaires sur ce côté fumé, qu'est-ce qui donne ce petit côté fumé-là? Il est pas mal fumé, très fumé. C'est des commentaires qui reviennent beaucoup sur cette Ouais. cuvée-là. Si vous Oui. voulez nous parler de ça et pourquoi vous avez choisi ça, cette cuvée-là, et pourquoi avoir travaillé ce côté-là un peu plus fumé, même tourbé, là, qu'on voit apparaître dans le chat. Ouais, parce que c'est les fûts qui ont été utilisés par Daniel, ce sont des fûts qui avaient contenu du rhum déjà au départ, mais qui ont été retostés par l'ammonie, donc sur place. Et c'est pour ça qu'on obtient ce côté légèrement fumé que certains trouvent un peu tourbé. Moi, je trouve plutôt fumé que tourbé, hein, en ce qui me concerne. Mais voilà, c'est à cause justement du retostage du fût. Et si je ne me trompe pas, c'est vraiment cet aspect-là qui fait que ce rhum-là n'est pas haussé. Alors, Oui, exactement, c'est bien ça. Ouais. le côté fumé prononcé, ouais, c'est ce qui fait que voilà, on n'a pas droit à l'appellation AOC.
comme l'AOC prend également en compte le côté gustatif du rhum, c'est d'ailleurs ça qui est essentiellement analysé pendant le comité, il faut qu'il ait un certain goût, ou du moins il faut qu'il n'ait pas un certain nombre de choses au niveau du goût et du nez. Et le fumé n'est effectivement pas toléré n'est pas une caractéristique tolérée par l'AOC à ce jour. Mais l'idée derrière était justement, avec ce côté fumé, peut-être de se diriger vers un public plus amateur de whisky. Et je pense que pour le coup, c'est effectivement ce qui s'est passé, parce qu'il y a énormément d'amateurs de whisky qui se sont lancés dessus en disant, bah tiens, ça me plaît beaucoup, j'aime bien ce côté fumé, j'aime bien ce côté tourbé. Alors après, ça plaît ou ça ne plaît pas, hein. C'est assez... Et puis on voulait surprendre un peu justement surprendre les gens qui nous suivent, hein, qui ont l'habitude de nos cuvées, montrer qu'effectivement avec l'Amoni, on pouvait faire quelque chose de différent de ce qu'ils connaissaient, hein. Et donc là, c'était un peu l'objectif qu'on avait. Et Daniel Baudin, bon, il était partant pour faire ça avec nous. Alors sur le vieillissement, j'ai vu la question passer, combien de temps ça a été vieilli? De mémoire, ça a été vieilli 4 ans, c'est ça? C'est un 4 ans? C'est un 4 ans, oui. C'est un 4 ans. Hein. D'ailleurs, c'est un 4 ans, oui. Sur cette cuvée-là, si vous le permettez, je vais vous accompagner. Hein. Voilà. C'est permis, Jerry. C'est permis? Ben oui. Oui, il est maintenant quoi, 6, 7, 8, 8 heures, 20 heures, je sais pas. Plutôt avec un beau verre Bordeaux Rhum Festival. Je vous invite à venir tous au mois de juin à notre festival à Bordeaux. Il y aura de belles surprises encore. Et 8 et 9 juin. Ouais. Il y aura peut-être une prochaine cuvée. Peut-être. Eh ouais. Qui sait. Et oui. Oh. Il sera dévoilé en primeur lors de l'événement. Bah oui, lors de l'événement, ouais. Les billets pour Bordeaux sont déjà achetés pour moi. J'y vais. Ah bah voilà. Et donc, alors pour la petite information, Maison Lamoni, c'était la deuxième cuvée qu'on faisait avec eux. On en avait déjà fait une auparavant. Où pareil, on a vu, comme d'habitude, les mêmes critiques. Pourquoi vous travaillez avec Lamoni? Ce qu'ils font, c'est pas intéressant. Et on avait en 2018 sorti le premier brut de fût de Lamoni, qui avait vraiment cartonné. Et après, donc, tout de suite après, c'est ça, millésime 2005. Et peu de temps après, on a commencé. Peu de temps après, on a commencé à travailler sur cette cuvée-là avec Daniel Baudin, qui, comme je disais, pour le coup, même à 56 degrés, n'est malgré tout pas un brut de fût. On l'a légèrement réduit. On l'a réduit, enfin légèrement. Il était à 66, on l'a réduit à 56. Et Ben, Jerry, vous qui êtes des amateurs de cigares, est-ce que vous avez un pairing à suggérer avec ce Lamoni? Il faut demander ça au master cigare Benoît. Un pairing à suggérer avec ce Lamoni, oui, plusieurs même. Après, ça dépend. Je ne sais pas forcément ce qui est disponible au Québec actuellement en cigare. Je ne connais pas trop bien votre marché actuellement. Mais j'irais définitivement vers quelque chose de peut-être un peu plus corsé, pas trop léger à cause du côté fumé. Il faut que ça puisse contrebalancer le côté fumé. Donc sur quelque chose peut-être un peu plus corsé, un Nicaragua par exemple, avec un peu plus de caractère pour contrebalancer le côté fumé et le taux d'alcool de cette cuvée. Puis, les gars, là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions sur cette cuvée-là. S'il y en a qui ont d'autres questions, gênez-vous pas. Mais on peut peut-être glisser sur le sujet, puisqu'on a abordé un petit peu le Bordeaux Rhum Festival qui est en juin. Donc, vous êtes les co-organisateurs du Bordeaux Rhum Fest. Vous êtes aussi derrière ce qu'on appelle le Single Cask. Donc, si vous voulez nous parler un petit peu de vos autres projets hors confrérie. Wow. Alors oui, le single cast, pareil, c'était une idée qu'on a eue, qu'on a eue avec Jerry en 2019. Donc c'était un peu avant la pandémie. C'est octobre-novembre 2019. J'écoute beaucoup de podcasts et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun podcast qui parlait de rhum. Et donc ça faisait un peu comme à l'époque à la création de la confrérie du rhum. Je me rendais compte qu'il n'y avait pas de groupe qui parlait de rhum. Et là, c'était tiens, il n'y a pas de podcast qui parle de rhum.
J'appelle Jerry un soir en lui disant, tiens, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un podcast? On recrute 2, 3 personnes qu'on connaît bien et qui s'y connaissent un peu. Et puis on discute, voilà. Et donc on a lancé ça peu de temps après, fin 2019, début 2020. Ouais. Et là, on est déjà à la 5e saison. Oui, à la 5e saison du Singlecast avec un épisode tous les mardis en direct, maintenant en direct sur Facebook, et puis en replay sur toutes les plateformes, Spotify, iTunes, etc. Où on traite divers sujets et variés, parfois même avec des invités, des gens de distillerie, etc. Et on parle vraiment de tout l'univers du rhum dans sa globalité. On a une rubrique news dans laquelle Laurent Cuvier aujourd'hui nous donne un peu toutes les infos, toutes les infos, toute l'actualité autour du rhum, les nouvelles cuvées qui sont sorties, les nouveaux salons qui arrivent, etc. Et après, voilà, on rentre dans des débats parfois. Alors, ça peut être parfois très technique. Je pense que voilà, quelqu'un qui ne s'y intéresse pas plus que ça n'y trouvera pas son compte. Parce que ça a un côté très geek, en fait. Hein, voilà, on a un taux d'écoute qui est croissant, mais qui n'est pas non plus phénoménal. Voilà, c'est un truc vraiment pour les passionnés, où on parle fermentation, spéculation, distillation, etc. On donne nos avis. Alors, la photo n'est pas très actuelle, parce que malheureusement, notre ami belge, Roger Caroni, n'est plus de la partie, et a été remplacé par Olivier Scars. Mais les 3 autres sont toujours là, voilà. Et donc voilà, c'est toutes les 2 semaines sur les différentes plateformes. Je pense qu'on est sur toutes les plateformes de podcast. Et sinon, oui, comme tu l'as dit, le Bordeaux Rhum Festival, qui lui aussi arrive à sa 5e édition, voilà, parce que ça a commencé plus ou moins en même temps, à sa 5e édition cette année, les 8 et 9 juin prochains, qui est aujourd'hui le 2e plus gros salon du rhum en France, après celui de Paris, et qui, à sa dernière édition, a quand même eu près de 2500 visiteurs sur le week-end, donc sur la journée de samedi et dimanche, avec environ 70 marques, 70 marques, et 70 exposants, et une centaine de marques présentes sur le salon, ainsi qu'une nouveauté l'année dernière qu'on va reconduire cette année en plus grand, qui est la partie cocktail. Donc il y a tout un espace dédié au cocktail à base de rhum, pour ceux qui souhaiteraient voilà, un moment un peu plus détente après le salon. Ouais, un peu plus fun. Ouais. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a des thèmes. Hein. L'année dernière, c'était le surf, puisque on n'est pas loin de la Cano, qui est un spot. Voilà, c'est ça. Et cette année, le thème, ce sera l'Asie, hein, puisqu'il y a une émergence des rhums et de rhum asiatique en Asie. Donc voilà, on a décidé de faire ça. Donc il y a toujours un petit thème qui est assez sympa. Donc il y aura un certain nombre de rhums asiatiques. Ouais, il y aura un certain nombre de rhums asiatiques qui seront sur place, les rhums japonais, philippins, cambodgiens, etc. Ainsi que des food trucks asiatiques aussi pour le côté nourriture, justement, pour se remplir le ventre quand même avec tout cet alcool. Et donc voilà, et puis une jolie déco comme nos collaboratrices savent très bien faire. Et ça se passe toujours au Palais de la Bourse à Bordeaux, très belle salle. comme les années précédentes. Voilà. Et je crois que c'est tout. Ouais. Je crois que j'ai rien oublié. Il n'y a pas plus de projets que ça, en fait. Hein. C'est quand même bien. Vous avez quand même plusieurs projets. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Ça occupe bien. On a des métiers à côté aussi, donc voilà, c'est ça. On a des vies et des métiers à côté, donc c'est déjà pas mal. Il faut garder du temps pour boire du rhum aussi par moment. Exactement. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas, qui ne sont pas forcément liées au cuvée ou autre. Vous pouvez poser s'il y a d'autres, des questions générales, hein, vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas. Si ce n'est pas lié à la dégustation, vous pouvez nous poser des questions. Jerry n'a pas 42 ans, effectivement, si la question vous intéresse. Il n'a pas 42 ans. Il n'a plus 42 ans. Voilà. Je crois qu'il approche les 100 ans, hein, non? Hein? Pas loin. Faut pas le dire, PO. On y est prêt. On y est presque. Donc, sinon, PO, tu peux peut-être parler de ce qui s'en vient avec le club, puis s'il n'y a pas d'autres questions, on va souhaiter bon après-midi à tous. Tout à fait. Quand même, il est tard là, pour Jerry, je pense qu'il va faire dodo bientôt. Non, Benoît sait que je ne dîne pas avant 22h, donc ça va. C'est ça. Là, il va passer à l'apéro bientôt, là. On se fera une session ensuite, si tu veux.
Donc, j'espère que vous avez apprécié cette dégustation-là, que c'était donc 5 exclusivités au Québec. C'est des bouteilles qui ne reviendront pas au Québec, qu'on a réussi à mettre la main dessus, qui sont vides. Donc, on est très content de les avoir partagées avec vous. Ceux qui vont regarder en diffusion, la même chose. Si ceux qui vont regarder en rediffusion la dégustation, vous avez des questions, gênez-vous pas pour nous écrire à Québec Rhum, on pourra répondre à ces questions-là. Sinon, je remercie nos invités, Ben et Jerry, et faire attention, on ne fait pas de confusion avec la compagnie de crème glacée américaine, mais j'aime bien les taquiner avec ça. Mais donc, c'est ça, Ben et Jerry. Si vous voulez suivre, vous pouvez les suivre sur leurs réseaux sociaux, ils sont sur la Confrérie du Rhum aussi. Vous pouvez rencontrer Jerry chez Christian de Montaguer à Paris, qui est un caviste une belle cuvée, une belle cave à rhum là-bas qui est disponible. Donc, si vous voulez aller magasiner à Paris, trouver des bons rhums, c'est un des bons endroits pour trouver des belles choses. Jerry pourra vous conseiller. Sinon, Benoît, qui est maintenant rendu brand manager pour une compagnie de cigares que je ne connais pas encore, il va falloir que Benoît me fasse connaître, mais qui s'appelle Hiram et Solomon, ou Solomon, je ne sais pas comment on le prononce. Donc, ils suivent les aventures aussi de Benoît au travers des mondes des cigares. Sinon, pour nous, pour Québec Rhum, les choses qui en viennent, on a plusieurs dégustations à venir. On va avoir une dégustation le 10 avril avec les Rhum Bira, qui est un embouteilleur canadien, avec Carl Mudzamba. Ça devrait être très intéressant. Dégustation qui va se passer en anglais, mais on a des beaux produits. Probablement qu'on va peut-être avoir des exclusivités sur des prochaines sorties aussi. Sinon, on va avoir une dégustation en personne chez Tao le 28 avril. Peut-être j'y serai, peut-être je n'y serai pas, je ne sais pas encore, mais il va y avoir Bruno qui va être là à l'animation, Maxime y sera, où on va vous présenter des rhums Savannah et des Clairins. Et on a une nouvelle dégustation qu'on a annoncée, je pense que c'est hier ou avant-hier. On est très heureux d'avoir Grégory Vernant de chez Nisson qui va venir nous présenter 3 rhums de chez Nisson, donc quelque chose de très spécial au Québec, parce que c'est ça, c'est Nisson. Nisson est difficile à trouver ici. Puis, on aura une autre dégustation dans le Vieux-Québec le 12 juin où on présentera des rhums de Guadeloupe et Martinique. Ce sera moi qui sera à l'animation pour cette dégustation-là. Donc, on va annoncer un petit peu plus de détails sur cette dégustation-là prochainement. Et il y aura probablement 1 à 2 dégustations aussi en personne au Saguenay qu'on va annoncer sous peu. Donc, surveillez nos réseaux sociaux pour ces prochaines activités-là. J'espère qu'ils vous plairont. On va avoir des super rhums, un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié les rhums que vous avez dégustés. On avait des rhums quand même assez différents les uns des autres. On avait un arrangé aussi qui était très particulier. Ceux qui connaissent les rhums arrangés, c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas. Puis, donc, j'espère que vous avez apprécié. Sinon, si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, gênez-vous pas pour nous écrire. Et je tiens encore à remercier Ben et Jerry pour leur temps, pour avoir passé cette partie d'après-midi ou de soirée avec nous. Donc, c'est très apprécié. Merci à vous. Merci à tous. Merci à vous. Et puis, c'était un plaisir de partager avec vous. Merci les gars. Merci Je pense beaucoup. que Jerry, on s'est parlé un petit peu de nos dates pour les voyages en Martinique en 2025. Tu m'as dit que peut-être tu serais dans les horizons ces dates-ci. Donc, on pourra peut-être se croiser sur place. Puis je pense que Benoît, tu risques d'y être aussi. Donc, on pourra peut-être s'organiser quelque chose là. Je sais qu'il y a plusieurs membres du groupe là, qui sont déjà inscrits pour le voyage. Donc, très cool de mettre ça en place et que ça fonctionne. Donc, on avance, comme on dit. La Martinique avance, comme notre ami. On passera chez Guy. Ben oui, c'est prévu en plus. Guy, voilà, c'est ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, ceux qui seront du voyage avec nous du 15 au 22 février 2025, un voyage à Martinique, on va faire des visites de 7 distilleries et nous pourrons même organiser une séance d'autographes avec Jerry et Ben. Wow. Donc, merci à tous. Salut. Vous voyez qu'on blague un peu, là. On se Merci connaît bien beaucoup. avec les gars. Au revoir. Merci. Merci les gars, bonne fin de journée, soirée. Merci à tous.